Voilà, nous sommes maintenant, nous poursuivons cette matinée avec la deuxième table ronde qui est consacrée au sujet central pour le capitalisme responsable, sujet de la formation tout au long de la vie. Quelle nécessité pour un capitalisme soutenable? Alors toujours rapidement le mode d'emploi, nous avons 3 intervenantes qui s'exprimeront 15 minutes chacune. Et puis comme précédemment, vous aurez une place, vous, public, pour poser vos questions qui seront relayées par Mathieu Meunier de l'Institut Jacques Delors. Alors, tout de suite, allons dans le vif du sujet. Je vous présente, alors, toutes les trois sont en distanciel. Je vous présente d'abord donc Sophia Fernandez. Vous êtes directrice de l'Académie Notre Europe, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, et vous êtes auteur d'un rapport pour l'Institut sur la formation tout au long de la vie. Alors peut-être première question, Sophia Fernandez, bonjour d'abord. Et puis parlez-nous un peu de votre rapport et la formation tout au long de la vie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est nécessaire pour un capitalisme soutenable? Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce panel sur la formation tout au long de la vie. Et comme vous l'avez dit, Marie, l'Institut Jacques Delors et la Fondation européenne d'études progressistes ont publié en décembre dernier un rapport intitulé Vers un droit individuel à la formation pour tous les Européens, dont je présenterai quelques idées clés aujourd'hui. En réponse au titre de ce panel, je dirais qu'il y a aujourd'hui un consensus assez large concernant l'impératif de construire une réelle culture de la formation tout au long de la vie afin de faire face à un monde du travail en mutation. Jacques Delors disait d'ailleurs déjà dans les années 90 que l'apprentissage tout au long de la vie est le catalyseur d'une société en mutation et appelait à la création d'un droit à la formation pour chaque travailleur durant toute sa vie active. 30 ans après ces déclarations de Jacques Delors, les défis qu'il identifiait à l'époque se sont intensifiés et vont encore s'accélérer dans les années à venir. Ces défis incluent les transitions vertes et numériques et le vieillissement de la population, comme nous pouvons le voir dans cette slide, qui affectent les emplois et les compétences à divers titres. Certains emplois vont disparaître et d'autres seront considérablement transformés, notamment du fait de l'automatisation. Donc, il faut avant tout garantir que les travailleurs dont les compétences vont devenir obsolètes dues à ces transformations seront accompagnés dans leur reconversion ou mise à niveau professionnel. Mais il n'y a pas, ces transitions n'entraînent pas seulement des destructions ou des transformations d'emplois, il y aura aussi de nouveaux emplois qui sont créés, par exemple dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'économie des soins ou encore dans les domaines liés à la transition écologique comme les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire ou la gestion des déchets. Et la formation des jeunes par l'éducation initiale ne sera pas suffisante pour satisfaire la demande de compétences nécessaires pour ces nouveaux emplois. Donc aujourd'hui, il y a d'ailleurs déjà des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs dont nombreux rapports font état. Selon une enquête récente, comme nous pouvons le voir dans la slide suivante, 77% des entreprises dans l'Union européenne déclarent rencontrer des difficultés à trouver des employés disposant des compétences dont elles ont besoin. Cette pénurie de travailleurs qualifiés ne constitue pas seulement l'une des préoccupations majeures des entreprises européennes, mais aussi un obstacle à l'investissement, selon cette même étude que j'ai citée. Dans ce contexte, la nécessité de mise à niveau des compétences et de reconversion professionnelle est plus forte que jamais et va continuer à s'intensifier. Et selon une autre étude publiée par le CEDEFOP, environ un adulte sur deux en Europe nécessiterait un perfectionnement de ses compétences ou une reconversion professionnelle. Cependant, comme l'illustre la slide suivante, si l'apprentissage tout au long de la vie est la nouvelle norme dans un monde du travail en mutation, certaines tendances actuelles, telles que le développement du travail atypique, l'emploi à temps partiel, du travail intérimaire, du travail indépendant et travailleurs des plateformes, augmentent le risque de voir certains travailleurs exclus de la formation des adultes, dans la mesure où dans beaucoup de pays européens, les systèmes de formation des adultes reposent sur un rôle central des entreprises pour former leurs salariés. Mais il ne faut pas croire que seuls les travailleurs atypiques courent le risque d'être confrontés à des difficultés d'accès à la formation. Les travailleurs ayant des contrats dits traditionnels sont aussi directement concernés, car aujourd'hui, les travailleurs changent d'emploi ou de statut bien plus souvent qu'il y a 20 ou 30 ans. Selon une étude de la Commission européenne, une personne pourrait bientôt occuper entre 15 et 20 emplois différents au cours de sa vie. Donc, face à cette augmentation, cette fragmentation des vies professionnelles,
les employeurs peuvent être plus réticents à proposer des formations à leurs salariés. Donc, pour synthétiser, si nous avons d'une part un impératif de renforcer la formation des adultes pour adopter une réelle approche de la formation tout au long de la vie, nous avons en parallèle des dynamiques en cours qui rendent l'accès à la formation plus difficile pour bon nombre de travailleurs. Alors, merci Sophia, ça c'est le constat. Est-ce que les systèmes de formation des adultes dans l'Union européenne sont d'après vous à la hauteur, que ce soit pour mettre les compétences à niveau, voire pour envisager des reconversions professionnelles? Les systèmes de formation des adultes sont différents, bien sûr, d'un pays de l'Union européenne à un autre, mais malgré leurs différences, les nombreuses études comparatives existantes sur ce sujet permettent d'identifier un ensemble de lacunes majeures qui se vérifient dans la plupart des États membres, bien qu'à des degrés différents. Comme nous pouvons le voir dans la slide suivante, il s'agit d'une faible participation et inclusivité, la slide suivante, merci, d'une inadéquation avec les besoins du marché du travail et d'une offre de formation souvent de faible qualité, et enfin des investissements insuffisants et un manque de coordination en matière de gouvernance. Je dirais quelques mots sur chacun de ces défis sans pouvoir aller dans les détails ni dans les spécificités nationales. Mais concernant donc la première lacune, nous pouvons voir dans la slide suivante que de nombreux pays enregistrent un faible taux de participation à la formation des adultes, avec des différences majeures entre les États membres. L'objectif fixé par la Commission européenne dans son plan d'action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux est qu'en 2030, 60% des adultes participent chaque année à la formation. Les dernières données disponibles montrent toutefois que seuls 38% des adultes européens participent chaque année à une formation et les différences entre les États membres sont frappantes. La Suède, avec un taux de participation de 59%, a presque atteint l'objectif pour la fin de la décennie, alors qu'en Roumanie, moins de 6% des adultes participent chaque année à une formation. À cette faible participation s'ajoute un problème de manque d'inclusivité, comme nous pouvons le voir dans la slide suivante. En effet, les groupes ayant le plus besoin de développer leurs compétences, notamment les personnes les moins qualifiées, sans emploi ou plus âgées, sont ceux ayant le moins recours à la formation. Aujourd'hui, nous vérifions que dans l'Union européenne, la participation des adultes peu qualifiés se situe 40 points de pourcentage au-dessous de celle des adultes très qualifiés, donc 18% contre 58% respectivement, comme nous pouvons le voir dans ce graphique. Et de la même manière, les dirigeants et cadres supérieurs participent beaucoup plus à la formation que les personnes occupant des postes peu qualifiés. Les jeunes qui sont sortis de l'éducation initiale il y a moins longtemps que les seniors se forment plus que ces derniers. Et les salariés enregistrent aussi un taux de participation bien supérieur à celui des personnes sans emploi. Slide suivante. Outre la faible participation et inclusivité, certains systèmes de formation des adultes présentent des défis en matière d'alignement des formations avec les besoins du marché du travail et de la qualité de l'offre de formation, notamment en raison de l'approche fragmentée déployée pour garantir la qualité des formations, du manque de professionnalisation du personnel assurant la formation des adultes ou encore d'approches pédagogiques non adaptées aux besoins des adultes. Et alors que l'augmentation de la demande de formation va nécessairement se traduire par une augmentation de l'offre, il est nécessaire de garantir que cela ne se fait pas au détriment encore de la qualité des formations, et une vigilance particulière est nécessaire pour les formations en ligne qui représentent une opportunité pour répondre aux besoins des formations des adultes, mais qui soulèvent aussi des questions relatives à leur qualité. Slide suivante. Enfin, le financement de la formation des adultes, qu'il soit public ou privé, reste insuffisant. Comme nous pouvons le voir, les États membres investissent en moyenne 0,5% de leur PIB dans la formation des adultes, contre 4,6% pour l'éducation dans son ensemble. Dans le secteur privé, bien que davantage d'employeurs européens investissent aujourd'hui dans la formation de leur main-d'œuvre par rapport à il y a une quinzaine d'années, l'investissement dans la formation n'atteint pas non plus les niveaux requis pour faire face aux besoins massifs de reconversion future. Cela vaut en particulier pour les PME qui offrent considérablement moins d'opportunités de formation à leurs travailleurs que les grandes entreprises, souvent du fait de l'absence de prise de conscience de la nécessité de la formation et du retour sur investissement qu'elle peut engendrer, mais aussi à cause des contraintes, de leurs contraintes financières, de la perte de production due aux heures de travail manquées et aussi à la crainte du débauchage. Je n'en dirai pas plus sur ce point puisque Brikena Xomakir reviendra sur cette question et sur certaines des lacunes des systèmes de formation des adultes dans l'Union européenne. Alors, merci de nous avoir montré les défis de ce système de formation pour adultes.
Dans votre papier, vous défendez l'idée de créer des comptes personnels de formation dans chaque État membre. Pourquoi une telle proposition et à quoi ressembleraient ces comptes individuels de formation? Alors, au cours des dernières décennies, les pays de l'Union européenne ont adopté des réformes de leur système de formation des adultes pour tenter de répondre aux lacunes que je viens d'identifier. Mais malgré cela, les systèmes de formation des adultes dans la plupart des pays ne sont pas encore à la hauteur du défi. Et ce qui fait surtout défaut aujourd'hui, c'est une prise de conscience de la part de chacun de l'importance de continuer à se former tout au long de la vie. Car en effet, si l'on analyse les raisons expliquant le faible taux de participation à la formation des adultes, nous constatons que 80% des personnes ne suivant pas une formation ne le font pas car elles ne le souhaitent pas, et notamment car elles estiment ne pas avoir réellement besoin de se former davantage. Donc, face à ce constat, nous mettons en avant dans notre rapport les comptes de formation individuels qui permettraient de concrétiser le droit à la formation tout au long de la vie et apporteraient plusieurs bénéfices. Ils pourraient avant tout contribuer au changement de mentalité autour de la formation tout au long de la vie dont nous avons cruellement besoin, car en attribuant des droits à la formation à tous les adultes cumulables au long de la vie, les comptes de formation individuels encouragent les individus à investir dans leurs propres compétences et qualifications et à davantage s'approprier leur projet de formation. De plus, les comptes de formation individuels, en associant les droits à la formation à un individu plutôt qu'à son poste ou à son statut, ils garantissent l'accès de tous les travailleurs à la formation, indépendamment de leur statut, y compris les travailleurs atypiques ou les travailleurs, enfin, notamment les travailleurs des plateformes, les travailleurs indépendants. Et la portabilité des droits qui accompagnent le travailleur, même s'il change d'emploi ou de statut, répond aussi au défi de la fragmentation des vies professionnelles. Enfin, la mise en place de comptes de formation individuels peut entraîner une réforme structurelle des systèmes de formation des adultes visant à combler les différentes lacunes que j'ai identifiées. Des comptes de formation individuels bien conçus devraient cibler les groupes défavorisés et s'accompagner de meilleures procédures de certification et de contrôle, ainsi que d'une meilleure anticipation des compétences afin de garantir la qualité et la pertinence de l'offre de formation. Slide suivante. Dans ce cadre, Claire Carneis et moi défendons dans notre rapport que la Commission devrait proposer une recommandation invitant les États membres à mettre en place d'ici 2025 des comptes de formation individuels nationaux conformes à un ensemble de lignes directrices européennes communes. Je vais essayer de synthétiser ces lignes directrices en 3 points. Le premier, présenté dans la slide suivante, est celui de l'inclusivité. Pour être inclusifs, les comptes de formation individuels, bien qu'universels, devraient cibler ceux qui ont le plus besoin de se former, les personnes peu qualifiées, les chômeurs, les travailleurs occupant des postes à risque d'automatisation. Et cela devrait se traduire en premier lieu par un soutien financier plus important, comme c'est le cas en France dans le cadre du CPF français, et également par des congés de formation payés pour accompagner ces travailleurs qui ont particulièrement besoin de mise à niveau, de reconversion professionnelle. Ensuite, les comptes de formation individuels devraient systématiquement inclure le droit à une orientation tout au long de la vie afin d'accompagner les individus dans la définition de leur plan de carrière et dans leur choix de formation. Et troisièmement, les comptes de formation individuels devraient proposer une évaluation des compétences et la validation des acquis, ce qui est particulièrement important pour les travailleurs sans diplôme qui peuvent ainsi par ce biais valider les compétences qu'ils ont acquises par la formation informelle, la formation non formelle ou les compétences qu'ils ont acquises sur leur lieu de travail. Dans la slide suivante, nous avons la deuxième ligne directrice. S'assurer de la qualité de la formation et de son adéquation avec les besoins du marché du travail devrait constituer une autre des priorités des comptes de formation individuels. Garantir une offre de formation de qualité signifie d'une part que les programmes de formation couverts par les comptes de formation individuels devraient être certifiés et d'autre part que les compétences acquises au cours de ces formations doivent être reconnues. Les formations attestant de la qualité, les informations attestant de la qualité de la formation doivent également être rendues publiques, tant par le biais d'évaluation officielle de la qualité que par un système d'évaluation par les utilisateurs, un peu comme un TripAdvisor de la formation des adultes, car cela pourra guider les travailleurs, les adultes, dans le choix de leur formation et de garantir qu'ils choisissent des formations de bonne qualité.
En outre, les formations devraient aider les travailleurs à développer des compétences adaptées au marché du travail d'aujourd'hui et de demain, notamment des compétences transversales et celles requises dans les secteurs porteurs comme le numérique, l'environnement ou la santé. Pour cela, il faut garantir l'existence d'un système efficace d'anticipation des compétences à tous les niveaux, notamment par le biais du panorama des compétences européens qui existe déjà aujourd'hui, mais aussi une anticipation des compétences au niveau national, régional, local et aussi sectoriel. Et cette anticipation des compétences, elle doit impliquer tous les acteurs concernés, donc les entreprises, les autorités publiques, les syndicats et les ONG notamment. Bien sûr, une fois qu'on a identifié les compétences d'avenir, on ne peut pas contraindre les travailleurs à choisir les formations qui développent ces compétences. Par contre, des abondements versés, par exemple, par les entreprises, les régions ou d'autres acteurs, des abondements aux droits qui existent dans les comptes personnels de formation, peuvent permettre d'inciter les travailleurs à choisir certaines formations. Donc, on peut guider les choix des adultes par ce biais-là. C'est notamment ce qui a été fait l'année dernière à Singapour, où il y a aussi des comptes individuels de formation. Et face à la crise économique engendrée par la pandémie de la Covid-19, les comptes personnels de formation des adultes ont été abondés pour ceux qui souhaitaient développer leurs compétences numériques. Slide suivante. Troisième point, les comptes de formation individuelle ne devraient pas être considérés comme l'alpha et l'oméga de la formation des adultes, désengageant toutes les autres parties prenantes. Le rôle joué par les entreprises pour garantir le développement des compétences de leurs salariés est crucial. Et les comptes de formation individuelle ne devraient constituer qu'un outil supplémentaire et non de remplacement, bien sûr. Les comptes de formation individuelle peuvent et doivent créer des synergies avec toutes les parties prenantes concernées de l'écosystème de la formation des adultes, y compris les services publics de l'emploi, les régions, les entreprises que j'ai déjà mentionnées, les syndicats, les universités et les organismes de formation. Et par le biais de ces comptes individuels de formation, nous pourrions aussi permettre aux individus qui bénéficient de financements européens pour s'engager, pour bénéficier d'une formation, notamment via le Fonds social européen, donc de donner une visibilité à ces fonds qui sont utilisés pour former les citoyens et donc permettre aux adultes de savoir quand ils bénéficient de ces financements européens. Pour conclure, dans la slide suivante, je voudrais rappeler qu'il y a cette semaine un sommet social à Porto qui réunira non seulement des représentants des institutions européennes, les chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des représentants des partenaires sociaux et de la société civile, et qui a pour objectif de donner un élan politique et de garantir un soutien large des acteurs au plan d'action de la Commission sur la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Le premier principe de ce socle prévoit un droit à la formation tout au long de la vie pour chaque Européen. Concrétiser ce droit implique forcément une hausse de l'investissement public et privé de certainement plusieurs milliards d'euros. Mais quand on évalue le coût de l'action, il est aussi important de prendre en compte le coût de l'inaction, qui est naturellement plus difficile à évaluer. Mais un rapport du CEDEFOP présente différents scénarios avec différentes réponses au défi des compétences. Et les auteurs du rapport indiquent qu'une baisse importante du nombre de personnes peu qualifiées en Europe grâce à une mise à niveau ambitieuse des compétences des travailleurs pourrait conduire à une augmentation du PIB annuel de l'UE de plus de 200 milliards d'euros entre 2025 et 2050. Alors bien sûr, l'augmentation du PIB ne doit pas être l'objectif premier de l'action de l'UE et des États membres dans le domaine de compétences, et surtout dans un moment où on parle d'autres indicateurs pour mesurer le progrès économique, social et environnemental. Mais je pense que ce chiffre est assez frappant et qu'il est utile de le mettre en avant, puisque je pense que nous avons aussi besoin de ce genre d'arguments pour mobiliser tous les acteurs et donc passer des paroles à l'action. Merci. Merci beaucoup, Sophia Fernandez. Je vous propose d'écouter à présent notre deuxième intervenante qui s'appelle Brikena Chomaki. J'espère que je prononce bien. Vous êtes directrice d'une plateforme, alors je vais le dire en français, plateforme d'apprentissage tout au long de la vie, Société civile européenne pour l'éducation. Sophia Fernandez vient d'évoquer les lacunes des systèmes de formation des adultes dans l'Union européenne. Est-ce que vous partagez son constat, en particulier sur le manque de financement et comment y remédier selon vous? Si vous m'entendez bien. Oui, j'entends très bien. J'espère que vous aussi. Très bien, merci. Très bien.
En tout cas, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation aussi. Je suis ravie de faire partie de ce panel et le plaisir d'avoir Sophia et Maria aussi dans la discussion. Je dois dire que Sophia a déjà énormément dit sur le sujet et je peux que confirmer et je peux que être d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est un vu de l'ensemble de la situation quand il s'agit de l'apprentissage tout au long de la vie. L'organisation que je représente, il faut comprendre que c'est un réseau de réseaux européens. Donc, nous, on a une vocation politique, c'est-à-dire qu'on essaie ici à Bruxelles de représenter les différentes parties prenantes dans le système éducatif au sens large. Donc, on a une vision très holistique de l'éducation, de la crèche à l'éducation des adultes et aussi différentes formes d'éducation. Donc, on parle aussi d'éducation formelle, non formelle, informelle. Donc, en fait, on a une vision vraiment très, très ample de l'éducation, de l'apprentissage tout au long de la vie, dont effectivement, si on, pour le dire plus correctement, selon ce que nous avons défini, l'éducation n'est qu'une partie de l'apprentissage. L'apprentissage est beaucoup plus large. Et donc, l'apprentissage tout au long de la vie, c'est un terme qui n'est pas nouveau, mais qui commence à prendre de l'importance de plus en plus, et encore plus important avec les crises, et aussi ça avait commencé déjà à être important avec l'évolution digitale. Donc, il y a quelques années, on parlait déjà de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie et qui finançait quoi et comment justement élargir cet investissement public, parce que la plupart des pays européens investissent dans l'éducation, comme Sophie l'a dit aussi, principalement dans l'éducation formelle, donc les premières, on va dire 16 à 18 ans de l'individu, et puis c'est l'individu, la famille ou le système d'une façon ou d'une autre, ou le marché du travail qui intervient. Il y a eu de plus en plus d'interventions aussi sur l'éducation des adultes, donc intervention publique, je parle. Mais comme Sophie l'a dit, ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est un problème qui est commun à tous les pays européens et encore plus les pays de l'Est et du Sud de l'Europe qui, justement, quand il y a eu la présidence croate de l'Europe, ils ont demandé une opinion au Comité économique et social sur le financement de l'apprentissage tout au long de la vie, justement parce que ce sont des pays, des petits pays qui ont des petites moyennes entreprises qui ne peuvent pas faire face aux besoins avec leurs propres moyens. L'État n'a pas assez de financement et ne réfléchit pas assez long terme sur qu'est-ce que ça peut apporter cet investissement. Et donc, en fait, il y a vraiment un problème de qui doit financer l'apprentissage tout au long de la vie. Pour nous, c'est clair que ça doit être une intervention publique, mais aussi privée, mais qui doit jamais être au détriment des personnes qui n'ont pas les moyens et qui ne sont peut-être pas en formation ni en emploi. Donc, en fait, souvent, quand on parle par rapport aussi au compte individuel de formation, jusqu'à maintenant, il y a la compréhension de ce mécanisme, c'est qu'en fait, l'entreprise intervient et donc elle finance la formation des employés. Sauf que pas tous les Européens sont employés de 1 et pas tous les Européens sont en formation de 2 et pas tous les Européens cherchent une formation que pour le marché du travail. Donc, il y a aussi un aspect personnel, de développement personnel qui est très important. Et donc, qui finance ça? C'est l'individu. Alors, comment on permet l'intégration sociale? Donc, en fait, vraiment, il faut réfléchir sur le problème de financement. Il y a besoin vraiment de cette coopération publique-privée. Il y a des exemples, certes. Il y a les cités des métiers, par exemple, qui existent en France et ailleurs, qui font un très bon travail de coopération entre différents parties prenantes pour investir justement sur l'orientation et la formation des groupes cibles plus défavorisés et qui ont plus besoin. Mais ce n'est pas suffisant.
Et surtout, l'investissement, il est aussi nécessaire parce que la formation des adultes, ce n'est pas une formation initiale et elle a besoin d'une autre forme de pédagogie. Donc, elle a besoin de d'autres formes d'environnement et d'autres espaces. Donc, ça demande beaucoup plus d'investissement sur l'infrastructure, sur la pédagogie, sur la formation des formateurs qui doivent aussi avoir une toute autre formation pour former les adultes. Donc voilà, l'investissement reste, à mon avis, un gros problème à résoudre, mais bien sûr, le compte individuel de formation à l'initiative européenne, on espère que aussi les fonds européens puissent aider dans ce sens-là, mais il faut savoir comment utiliser ces mécanismes et ces programmes qui sont à disposition des pays. Merci beaucoup. Alors, on a bien entendu la spécificité des investissements qui sont liés à la formation des adultes et puis on a bien entendu les pistes que vous avez proposées. Maintenant, en termes de priorité d'action, qu'est-ce qui est prioritaire d'après vous pour garantir que les adultes aient bien ou acquièrent bien les compétences dont ils ont besoin pour être employables, pour travailler en entreprise ? Enfin, la question, elle est très difficile, mais c'est vrai que Sophie a aussi l'a évoqué un petit peu. En fait, comme on l'a dit aussi, c'est qu'il y a un problème de participation de base. Donc, certes, les adultes ne participent pas assez à la formation et ça, c'est dû, entre autres, de ce que Sophia a dit aussi, c'est un aspect culturel et de mentalité. Donc, dans plusieurs pays, ne fait pas partie de la culture d'apprendre une fois que tu as fini tes études. Donc, il faut rentrer dans le marché du travail, être rentable, contribuer à la société en travaillant. Et on ne valorise pas assez la formation. Mais de plus, c'est aussi un problème d'offre de la formation, c'est-à-dire que ce qui me paraît prioritaire ici, c'est de s'assurer qu'il y a l'offre et de s'assurer que cette offre est de qualité. Quand je parle de qualité, elle est alignée aux standards nationaux et européens des cadres de qualification qui sont très importants, qu'il y a un système de certification et d'accréditation qui permettent à l'individu d'avoir à la fin de cette formation une reconnaissance complète, qui peut être un diplôme ou une certification, qui lui permettrait du coup d'être indépendant dans le marché du travail, parce que tant qu'on n'a pas une certification, on est souvent très dépendant de l'employeur et on peut bouger moins facilement d'un emploi à l'autre. Donc, c'est très important qu'on assure cette qualité. L'offre pour la formation des adultes, comme a été dit aussi, c'est très fragmenté en Europe. Il y a de l'offre publique et privée. L'offre publique, c'est souvent des associations sans but lucratif, donc c'est souvent les associations ou des centres de services sociaux dans différents pays. Mais c'est une offre sur laquelle on investit très peu, donc aussi la qualité en souffre. Et de l'autre côté, on a une offre privée qui est beaucoup plus large, beaucoup plus ample, mais plus superficielle et peut-être manque aussi de cette accréditation et de cet aspect de certification et d'équivalence avec les cadres de qualification nationaux. Donc, c'est très important de vraiment mettre la priorité là-dessus, sur la qualité de cette formation. Est-ce qu'on peut parler maintenant du rôle des entreprises ? Est-ce qu'on peut créer, et si oui, comment, des synergies entre d'une part les autorités publiques et d'autre part les entreprises dans la formation des adultes ? Les entreprises jouent un rôle très important parce que je pense que les entreprises, surtout en Europe, étant vrai que nous avons principalement des petites moyennes entreprises, j'imagine très bien la difficulté la difficulté d'investir sur la formation des employés pour les petites et moyennes entreprises. Donc, certes, elles ont besoin d'aide aussi du point de l'État, en exonérant peut-être des taxes, en introduisant des comptes individuels de formation en coopération avec les entreprises.
mais elle joue un rôle très important de motivation aussi des employés parce que c'est aux chefs d'entreprise et aux entreprises d'avoir une culture de formation et de créer l'espace et de créer les opportunités à l'interne, mais aussi de créer le temps à l'externe pour que les employés puissent être formés dans l'entreprise. Et aussi, il faut réfléchir sur le fait que maintenant, une fois qu'on finit nos études, en tout cas études supérieures, on n'est pas forcément prêt à l'emploi, dans le sens qu'en fait, l'entreprise, elle doit aussi être consciente du fait qu'elle doit, quand elle embauche quelqu'un, quand elle recrute quelqu'un, elle doit aussi commencer à intégrer la personne par la formation. Donc, c'est très important que les entreprises comprennent aussi qu'on n'est pas tous prêts à l'emploi, surtout parce qu'il y a un développement digital et un développement vers la durabilité, le vert qui change complètement les besoins de compétences. Et donc, c'est très important que les entreprises soient conscientes qu'elles doivent investir dès le début. Aussi, je pense que les entreprises doivent absolument adapter la culture de l'entreprise aux besoins du marché dans le sens large et de la société au sens large. Vous avez bien parlé du capitalisme responsable. L'entreprise responsable, c'est aussi une entreprise qui ne voit pas la formation de ses employés que pour ses bénéfices, mais aussi pour le bénéfice de la communauté, de la société, du marché du travail au sens large. Donc, c'est très important que l'entreprise se voit dans cet ensemble. Et je pense que c'est très important aussi d'anticiper les compétences. Mais moi, sur le point, je dois dire qu'en fait, du point de vue de l'association que je représente, pour nous, c'est très important, en fait, dans l'anticipation des compétences, de voir le rôle des compétences transversales. Parce qu'on ne peut pas prévoir le futur. On ne peut pas savoir quelles seront les compétences techniques dont on aura besoin. C'est très difficile. On peut essayer, mais c'est très difficile. Mais par contre, on sait très bien, et ça a été très bien prouvé par la science et par des recherches différentes, que les compétences transversales vont très bien être adaptées dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle crise. Donc, c'est très important de justement, dans l'anticipation des compétences, de réfléchir sur la formation dans des compétences transversales pour tous les employés, pour tous les adultes, pour tous les individus, enfin tous les citoyens de la société. Parce que ce sont des compétences vraiment nécessaires pour une participation active dans la société. Merci beaucoup, Brikena Chomaki. Vous avez bien commencé à passer le relais à notre prochaine intervenante, Maria Joao Rodrigues. Vous êtes présidente de la Fondation européenne d'études progressistes et vous allez nous aider à nous projeter vers ce sommet de Porto sur fond de crise Covid. Et je pense que la question des compétences transversales vraiment est une passerelle tout indiquée pour vous donner la parole. Dans un premier temps, on est en période de crise Covid. On espère que bientôt on sera post-crise. D'après vous, quel est le type de politique industrielle et économique qui s'avère nécessaire pour relancer la machine européenne dans la foulée de cette crise ? Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous joindre en tant que présidente de la Fondation européenne d'études progressistes, mais aussi en tant qu'ancienne membre du conseil d'administration de Note Europe, institut que j'aime bien, c'est toujours une référence pour moi, l'Institut en soins, et évidemment, Jacques Delors, toujours une grande référence pour nous tous. Merci bien de cette initiative et merci bien de cette question. Écoutez, moi, je pars du principe qu'on est dans une crise, donc il faut comprendre vraiment la dynamique possible. Pour le moment, on est encore en une phase assez dramatique de la crise pandémique qui consiste à sauver des vies, mais aussi sauver des emplois et sauver des entreprises viables. C'est notre préoccupation centrale, d'autant plus qu'on est en train de vivre une récession profonde avec deux
retombées, celle de l'année dernière et celle de cette année. Et c'est vraiment très important que l'Europe a pu se mettre ensemble pour donner une impulsion économique, budgétaire, de taille assez unique, assez historique, pour répondre à cette partie de la crise qui consiste vraiment à sauver des vies, sauver des emplois. À ce moment même, on est en train de discuter les programmes de relancement et on est en train de finaliser la validation des nouvelles ressources propres qui vont permettre au budget communautaire d'émettre de la dette. Donc, c'est vraiment un moment historique. Mais cela dit, à mon avis, la réponse à cette crise ne peut pas se limiter à une impulsion de type keynésien, de soutenir la dépense. Il faut le faire, mais il faut aussi profiter de cette impulsion budgétaire pour façonner la transformation de nos économies et nos sociétés, en tenant compte qu'on est en face de grands défis, le changement climatique et la transition écologique, d'une part, et d'autre part, la transformation numérique. Et troisième aspect que j'aimerais bien souligner, c'est qu'il faut que l'Europe puisse façonner ces deux transitions d'après ses valeurs, ses préférences, ce qui veut dire que dans le cadre international, il faut aussi que l'Europe se dote de plus d'autonomie stratégique. Donc, on a, disons, un mouvement triple, impulsion keynésienne, transformation structurelle, et en même temps, il faut regagner l'autonomie stratégique parce que l'Europe ne peut pas être dépendante comme elle était dans des secteurs clés. Mais cela dit, je ne parle pas d'une Europe fermée, c'est une Europe qui doit toujours rester ouverte et doit promouvoir la coopération internationale. Donc ça, c'est le contexte où l'on est à la veille du sommet de Porto. Et maintenant, on peut donner l'idée de ce qu'on attend en tenant compte de l'impact sur l'emploi. Excusez-moi, pardon, j'allais vous demander simplement un petit zoom. Vous parlez des transformations structurelles. Il y a la transformation digitale et la transformation environnementale. À votre avis, quelles sont les transformations qui doivent être apportées au marché de l'emploi pour faire face à ces transformations structurelles? Peut-être avant de Porto dans un deuxième temps. Voilà, c'est une question vraiment centrale. Parce que, à mon avis, il faut faire une analyse précise de la transformation écologique d'une part, transformation digitale d'autre part. Ce sont quand même des transformations assez différentes. La transformation écologique va imposer des changements profonds, particulièrement dans quelques secteurs, les transports, l'énergie, l'habitation, aussi l'agriculture et tous les secteurs où il faut réduire d'une manière dramatique les émissions de carbone. Donc, l'impact sectoriel est assez différencié. J'aimerais bien souligner ça. Et donc, il faut prévoir que dans ces secteurs à haute émission de carbone, on va avoir des suppressions d'emplois. Et donc, il faut en même temps créer d'emplois qui sont liés à des activités de transition écologique vers toutes les qualifications, tout le type d'activités dont on a besoin pour promouvoir une économie plus verte, plus circulaire et en meilleur usage des ressources naturelles. Par contre, la transition digitale est encore au début de sa nouvelle phase. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je veux dire que
on a déjà eu un impact très important qui va poursuivre dans l'industrie avec l'introduction de la robotisation et qui est en train en fait de remplacer beaucoup d'emplois. Là, on a un enjeu, c'est savoir si les robots sont en train d'être introduits juste pour remplacer le travail humain ou pour en faire un complément. C'est une façon très différente de concevoir la robotisation. Mais j'aimerais alerter qu'un autre impact de plus grande échelle va encore venir à cause de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est remplacer par des algorithmes ce que normalement était fait par beaucoup d'emplois dans le secteur service et d'emplois avec un certain contenu intellectuel, pas seulement exécutif. Et donc ça, c'est vraiment neuf. Et de nouveau, ça peut en fait détruire des emplois. Mais de nouveau, je pose la même question. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer des emplois ou pour soutenir le travail de personnes qui devaient rester employées. C'est une manière très différente de conduire cette transformation. Et il faut vraiment que les Européens s'approprient de cela, parce que si l'Europe est dans une position assez avancée en ce qui concerne la transition écologique, cela n'est pas vrai en ce qui concerne la transition digitale. Là, l'Europe est clairement en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine. Et c'est le moment pour l'Europe de définir une voie européenne pour la transition digitale qui devait être basée sur nos principes, respect des droits privés, à la privacité, ça c'est très clair, mais aussi soutenir l'innovation en intelligence artificielle pour répondre à nos besoins, exemple en santé, en éducation, en gestion des villes, dans la gestion de la transition verte. Dans tous ces clusters, il y a énormément d'entreprises avec un savoir-faire en Europe qui pourra se traduire sur une nouvelle maîtrise de l'intelligence artificielle, un bon usage de nos données. Et comme ça, l'Europe pourrait rattraper le retard qu'elle a et tirer parti de cette mutation qui pourra aussi être très positive. Mais pour dire qu'ici, on a toujours des risques de suppression d'emplois et aussi des possibilités de créer de nouveaux emplois avec de nouvelles demandes de compétences. Alors, vous avez commencé à esquisser des défis là, pour l'Europe, en matière notamment d'intelligence artificielle et de numérique. Quelles sont vos attentes en vue du sommet social de Porto ce week-end? Vos autres attentes? Le problème qu'on a, c'est que dans ce contexte que je viens de décrire, où il faut dépasser une récession profonde avec une relance économique, où il faut utiliser la relance pour transformer nos économies, où il faut faire le mieux de la transition digitale et verte. Alors, le risque qu'on a, c'est que on peut avoir de nouvelles inégalités sociales et régionales si on ne se donne pas les moyens pour les prévenir et pour les réduire. Et un grand moyen, c'est exactement traduire le pilier social européen dans un vrai plan d'action. J'ai été le rapporteur du pilier social européen, du socle européen des droits sociaux, pour utiliser la langue française d'une manière plus précise. Et à l'époque, l'intention, c'était, on venait de la crise de la zone euro, il faut toujours rappeler ça. Il y avait de grosses divergences entre pays, à l'intérieur des pays. Et donc, on a consacré, proclamé le pilier social pour arrêter ces divergences en disant deux choses. Il faut que tous les citoyens européens, quoi que soit le pays où ils habitent,
quoi que soit le secteur où ils travaillent, puissent compter sur les mêmes droits, sur le même socle de droits sociaux. Donc, c'est une nouvelle conception de la politique sociale européenne basée sur un concept avancé de citoyenneté européenne. Et ensuite, on a décidé une deuxième chose, c'est qu'il faut se donner les moyens de garantir ces droits. Et les moyens sont des moyens budgétaires au niveau européen et national. Ils sont aussi le rôle des impôts. J'aimerais bien souligner ça. Je suis très d'accord avec Sophia et Brikane quand elles ont bien montré tout ce qu'on a à faire en formation tout au long de la vie. Il y a tout un système à bâtir en Europe. C'est un vrai droit et je dirais devoir pour l'Europe sociale du XXe siècle. C'est un grand chantier, mais il faut se doter des moyens. Et donc, ça demande un grand investissement social à être financé par le budget, les budgets nationaux, les budgets européens. Et à la fin, pour avoir une base pour ces budgets, il faut repenser le rôle des impôts. Je donne un exemple très concret. Si on veut financer la formation aux compétences numériques, il faut que les grandes plateformes numériques qui opèrent en Europe et qui bénéficient du marché intérieur européen puissent faire leur part du point de vue d'impôts pour financer les budgets nationaux et européens en Europe. C'est si simple que ça. C'est un exemple de mise à jour du système d'impôts. Donc, c'est tout ça qu'on va discuter à Porto. Je serai là au cours des prochains jours. Mais dites-moi ce que vous voulez savoir de Porto, parce que je suis vraiment engagée Non, mais dans merci. cette... Là, vous fixez bien vos attentes sociales et en mettant en face de ces attentes des moyens pour y parvenir, notamment la question des financements, des sources de financement. Donc, c'est très cohérent. Et je vous propose pour un premier temps d'en rester là pour pouvoir passer aux questions du public, ce qui permettra de creuser certains points en fonction des intérêts de l'auditoire. Alors, merci donc à toutes les trois pour ce premier temps. Et Mathieu Meunier va nous relayer les questions qui sont posées par l'intermédiaire du chat. Alors, en effet, une question a été posée par un auditeur anonyme. Comment faire pour que la reconnaissance de la formation continue des adultes soit harmonisée au niveau européen? Alors, Brikana a déjà répondu en partie à l'écrit en disant que le travail est en cours, mais certes, il reste encore beaucoup à faire. Donc, je pense que c'est une question très intéressante et du coup, je voulais inviter Brikana à développer sa réponse. Merci. Oui, en fait, j'ai vu la question. Effectivement, on n'a pas touché énormément la question de la reconnaissance, mais voilà, c'est un chantier ouvert aussi, comme a été dit. Il existe un cadre européen de qualification. Et actuellement, il y a un travail en cours avec les États membres pour aligner ces cadres avec les cadres nationaux de qualification. Donc, il y a un travail vraiment sur ça et dont la reconnaissance, c'est vraiment au cœur de ces cadres de qualification. Comment reconnaître, comment améliorer la transparence des qualifications et des compétences au niveau national et européen pour permettre aussi une meilleure mobilité et employabilité, pas seulement dans un État membre, mais aussi dans tout l'espace européen. Mais voilà, il y a beaucoup de travail. Il va y avoir cette année un festival de la reconnaissance, on va dire, des compétences. Donc, il y a vraiment énormément d'intérêt là-dessus. Le CDFOP est l'agence qui s'occupe aussi, entre autres, de cette question-là. Elle va aussi mettre à jour des lignes guides européenne sur la question de la reconnaissance, en particulier pour l'éducation des adultes et l'éducation professionnelle. Donc voilà, c'est un chantier ouvert, il y a énormément de travail encore à faire, il y a par contre beaucoup d'intérêt politique de travailler dessus, donc je suis
optimiste sur la question. Et je voulais juste dire que sur le sommet aussi, ça va être une des questions posées au sommet européen à Porto, dont nous, on va être aussi parmi les participants du sommet. Merci beaucoup, Brikena. Peut-être une autre question du côté de Mathieu Meunier? Oui, bien sûr. Alors, cette question plutôt pour Sophia. Donc, un de nos auditeurs semble dire qu'il y a 30 ans, les systèmes éducatifs et les systèmes de formation en Europe étaient performants, étaient très intéressants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater dans votre recherche, qu'il y a eu un délitement des systèmes éducatifs et de formation? Est-ce que c'est dû à avoir été pris de court par les transitions, ou est-ce que c'est aussi un manque d'investissement et un manque d'engagement politique pour ces questions-là? Alors, notre rapport analyse plutôt les politiques et les réformes récentes, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 30 ans, les besoins de formation des adultes étaient quand même moins importants qu'aujourd'hui. Donc, probablement, les systèmes que nous avions pouvaient répondre aux attentes, dans le sens où, il y a 30 ans, beaucoup de travailleurs faisaient toute leur vie professionnelle en ayant le même métier et souvent au sein même de la même entreprise. Donc, avoir un système où les entreprises formaient et accompagnaient leurs travailleurs, c'était quelque chose qui finalement marchait dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, voilà, comme on l'a dit, non seulement les besoins de formation des adultes se renforcent, on a de plus en plus besoin que pour faire face aux transitions en cours, aux nouvelles compétences qui sont nécessaires, à la création des nouveaux emplois, aux transformations des emplois qui existent, d'accompagner les travailleurs, puisque une formation initiale ne permet plus de pouvoir occuper même si c'est le même métier tout au long de sa vie professionnelle. Et souvent, il y a une volonté des travailleurs de changer de métier en cours de route. Donc aujourd'hui, on a des évolutions qui font qu'on a des besoins accrus, et en contrepartie, les systèmes, je disais, il y a eu des réformes des systèmes de formation des adultes qui essayent d'accompagner cette tendance, donc pour garantir qu'on investit plus dans la formation, qu'on peut toucher plus de jeunes. Mais ces réformes ne produisent pas les effets souhaités, en tout cas dans la mesure dont on l'espérait. Il y a une étude de l'OCDE, par exemple, qui met en avant que les réformes structurelles qui ont été menées dans les pays européens, en moyenne, chaque réforme permet de toucher 1%, d'augmenter le taux de participation d'environ 1% seulement. Et cette étude pointe du doigt le fait que les réformes qui sont faites ne sont pas systémiques, c'est-à-dire qu'elles visent à régler un des problèmes de la formation des adultes, c'est-à-dire donc on va mettre plus de financement pour essayer de toucher plus de jeunes, mais on ne va pas forcément traiter le volet de la qualité des formations en garantissant des formations qui sont certifiées, la qualité des formateurs, de garantir que les formations sont en lien avec les besoins du marché du travail, qu'elles dotent les travailleurs de compétences qui leur sont réellement nécessaires et qui vont améliorer leur employabilité. Donc, cette étude met en avant que les réformes, elles sont partielles, et pour cela, du coup, et pour cette raison, en fait, au final, ces réformes ne permettent pas d'avoir des systèmes de formation des adultes à la hauteur du défi des compétences que nous voulons aujourd'hui. Donc, en 30 ans, les choses ont évolué, et aujourd'hui, c'est pour ça que nous mettons en avant dans notre rapport, ce dont on a besoin, ce n'est pas une nouvelle réforme qui va traiter une partie des défis. Et c'est pour ça qu'on dit que les comptes personnels de formation, l'objectif premier est certes d'avoir un droit universel, donc d'augmenter la participation, mais la création des comptes personnels de formation ne doit pas avoir uniquement cet objectif. Sinon, cette réforme ne mènera pas non plus au résultat qu'on attend, puisque si on a plus d'adultes qui participent à la formation des adultes, imaginons on investit plus d'adultes participent, mais qu'à côté de ça, les formations ne sont pas de qualité, finalement, les adultes vont faire une formation, mais vont être un peu découragés parce qu'ils se rendront compte que la formation ne leur a pas été utile. Et donc, il est vraiment nécessaire, ou alors on va investir plus dans la formation, mais ça va être au bénéfice des travailleurs les plus qualifiés. Donc, il est nécessaire que cette réforme qu'on appelle de nos voeux de la création de comptes personnels de formation soit accompagnée d'un ensemble de mesures. C'est pour ça qu'on parle de ligne directrice. Il faut garantir que les comptes personnels de formation vont garantir qu'on va cibler ceux qui ont le plus besoin de mise à niveau des compétences, de reconversion professionnelle, avec des mesures spécifiques qui leur sont adressées.
qu'on va améliorer, mieux anticiper les besoins en compétences, avoir des certifications pour les formations des adultes pour garantir que ce sont des formations de qualité, et aussi améliorer la gouvernance avec des synergies entre les différents acteurs, les autorités publiques, les entreprises, les universités, les partenaires sociaux. Merci beaucoup, Merci. Sophia Fernandez. On voit bien, votre message rejoint celui de la première table ronde sur le thème « Tout est lié ». Et effectivement, une réforme systémique est nécessaire et pas des réformes chirurgicales comme ça. Merci beaucoup. Mathieu Meunier, d'autres questions? J'avais deux questions que je vais combiner pour Madame Rodriguez. Donc, la première, la réponse peut paraître évidente, hein, mais un auditeur demande comment convaincre les gouvernements à investir dans la formation des adultes quand certains coupent déjà dans la formation des jeunes et la recherche universitaire. Et la deuxième question, qui est plutôt moins une question qu'un commentaire, une auditrice nous dit que les pays nordiques plutôt socialistes ont une approche différente de la formation qu'en France ou qu'en Allemagne, par exemple. Comment est-ce que les institutions européennes peuvent tenter de concilier toutes ces approches différentes entre les États membres? Très bien. Grand merci pour les questions. Écoutez, à ce moment même, pour le sommet de Porto, on a une déclaration d'engagement des gouvernements selon laquelle ils acceptent de s'engager sur 3 grands objectifs du plan d'action du socle européen, qui sont créer plus d'emplois et augmenter le taux d'emploi en Europe, qui sont réduire le taux de pauvreté, et en troisième, qui est élever, augmenter le taux d'accès à la formation au niveau des 60%. Donc, on vient de voir un graphique qui montre les grandes différences. Sophia a montré cela très bien, les grandes différences qu'on a par rapport au niveau déjà atteint par les États membres. Et donc, ça montre qu'il faut vraiment un effort énorme, surtout de quelques États membres. Il faut en déployer les moyens. Bon, je pense qu'il y a des mesures qui tiennent à l'architecture même du système de formation, aux réformes nécessaires de ces systèmes. Il y a aussi le besoin de mobiliser des ressources financières nécessaires à tous les niveaux. Niveau européen, niveau national, public, mais aussi niveau privé, et l'effort individuel. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table pour parvenir à un taux tellement élevé, tel que les 60%. Cela dit, c'est vrai que des pays comme les pays nordiques sont plus à l'aise parce qu'ils ont déjà une tradition historique de longue haleine et leur performance est en fait très, très importante dans ces différents objectifs. Et je pense qu'il faut adapter les solutions pour chaque pays. Mais j'aimerais souligner que, comme Sophia a montré, ce nouveau instrument des comptes de formation individuelle est tout à fait intéressant parce qu'il est portable, parce qu'il veut être universel. Donc, c'est un exemple excellent de comment mettre en place, en marche, les piliers sociaux. Mais comme Sophia a dit, il faut toujours le concevoir comme un complément d'un effort beaucoup plus large à mener sur tous les autres systèmes de formation au long de la vie. Merci beaucoup. Alors, je crois il nous reste 5 minutes, donc on peut prendre encore une ou deux questions, peut-être avant de passer la parole à Enrico Letta. Très bien. Alors, je vais poser en effet deux questions qui seront les deux dernières. Donc, la première, je pense que je vais la poser à Brikena. Donc, une auditrice nous demande si on a des statistiques concernant la formation en entreprise par genre et nous demande, faut-il faire l'accent sur cet aspect au-delà de l'aspect jeune, senior, etc. Donc, est-ce que l'inégalité d'accès à la formation concerne également les genres?
Et peut-être question à Sophia, que peut-on attendre concrètement du sommet social de Porto en matière de formation? Et peut-être dans un monde idéal, qu'attenderiez-vous de ce sommet social pour l'accès à la formation des adultes? Partagez toutes les deux, merci. Oui, donc on partage les questions, c'est ça? Arrêtez. Ouais, c'est une question très difficile. Franchement, on n'a pas ces données-là. En tout cas, nous, en tant qu'association représentant les établissements d'éducation et formation, donc publics, pas privés, on ne connaît pas les chiffres en entreprise, malheureusement. Et je ne peux pas vous dire exactement quels sont les chiffres par rapport à la formation en entreprise en fonction des gens. Certes, on sait très bien qu'il y a une inégalité, mais si je commence à discuter maintenant ou à expliquer le pourquoi, il nous faut une autre webinaire, je pense, parce que c'est un sujet très large et je pense que ça a beaucoup à voir aussi avec la confiance qu'un genre ou l'autre a et l'ambition qu'ils peuvent avoir. Et aussi, voilà, plein d'autres problèmes liés à ça. Donc, je ne peux pas vraiment élaborer là-dessus. C'est une idée intéressante. Donc, je pense que le baromètre européen a sûrement des données sur ça. Maintenant, pourquoi faire ça sur le... Je pense que le pilier social des droits sociaux européens touche au sujet aussi. Donc, ça fait partie aussi du plan d'action, de voir aussi cette inégalité de genre dans l'accès de formation et aussi à l'emploi et aussi les conditions de travail. Donc, je pense qu'on aura beaucoup plus de réponses et que c'est quand même un sujet qui est au cœur du socle. Donc, je pense qu'on est dans la bonne piste pour justement se focaliser sur cet aspect plutôt que l'âge ou d'autres caractéristiques. Mais je ne peux pas dire plus parce que franchement, ce n'est pas mon domaine. Mais si peut-être Maria ou Sophia ont les données, je serais ravie d'entendre aussi. En tout cas, Sophia, merci beaucoup. Sophia peut répondre à la dernière question posée par Mathieu sur Porto. Merci Marie. Je laisserai le mot de la fin du panel à Maria João Rodrigues. Mais pour le sommet social de Porto, concrètement, ce que nous allons avoir au sommet social, c'est donc les différents acteurs, les partenaires sociaux, les gouvernements, les institutions européennes sont censés soutenir le plan d'action qui a été proposé par la Commission européenne en mars dernier pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Et dans ce plan d'action, il y a des initiatives en matière de formation tout au long de la vie. Il y a notamment un des 3 grands objectifs de ce plan d'action qui est lié aux compétences et, comme je l'ai mentionné dans mon intervention, qui vise à ce qu'en 2030, 60% des adultes dans l'Union européenne aient accès chaque année à une formation. Donc, il y a cette volonté, cette prise de conscience de ce défi des compétences. Après, j'avoue que j'aurais aimé que les participants au sommet social puissent aller un petit peu plus loin que cet engagement, cette bonne intention avec un objectif. La question, quand on se fixe un objectif, c'est comment on y parvient. Donc, quels sont les moyens qu'on se donne pour y parvenir? Donc, on aurait aimé qu'il y ait vraiment une présentation, en fait, par exemple, du côté des partenaires sociaux, les syndicats, patronat au niveau européen, un engagement pour dire ce volet des compétences peut être un élément de relance du dialogue social européen. Et pourquoi je pense que ça pourrait être le cas? Parce que on sait que dans le domaine social, il est très difficile d'avoir des avancées au niveau européen puisqu'il y a des compétences nationales. Mais l'avantage du volet des compétences et de la formation des adultes, c'est que c'est une question qui est à la croisée des enjeux économiques et des enjeux sociaux. Donc, je pense que c'est un terrain sur lequel il peut y avoir une entente entre les différents acteurs, patronat, syndicat, mais aussi entre les différents États membres, même les États membres qui sont plus réticents à des avancées sociales au niveau européen. Donc, on voudrait savoir concrètement, on veut atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'on met en place? Et donc, je pense que cette idée des comptes personnels de formation serait une piste intéressante puisque ça permet de concrétiser ce droit qui est dans le socle européen des droits sociaux qui dit que chaque citoyen en Europe doit avoir l'accès à la formation tout au long de la vie. Donc, comment on le garantit? Donc, on aimerait savoir quels sont les outils.
Merci beaucoup, Sofia Fernandez. Et donc, on va arriver au moment de conclure. Mais si Maria Joao Rodrigues a une conviction ou une dernière idée à nous partager, vous avez encore 2 minutes devant vous. Bon, merci. Écoutez, moi, ce que j'aimerais avoir de Porto, c'est le suivant, c'est un engagement fort, vraiment fort des gouvernements pour mettre en place et en marche ce pilier, accompagné d'une grande mobilisation de la société civile pour traduire tout cela dans des initiatives concrètes. Et je pense que le moment que l'on a d'une crise profonde, mais en même temps d'une compréhension beaucoup plus élargie de l'opinion publique que les choses ne vont pas revenir en arrière, qu'il faut vraiment inventer un nouveau mode de vivre ensemble, ça permet de mettre sur la table en fait une grande négociation sociale sur quel type d'emploi on peut promouvoir et quel type de compétences sont nécessaires. C'est un thème par excellence pour activer le dialogue social et l'engagement des institutions politiques à tous les niveaux, local, national et européen. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci au public et à Mathieu qui a relayé ces